contexte? Dans ce pays, c'est très difficile. En ignorant, ma chère amie, en se mettant des œillères, en n'écoutant pas, en ne subissant pas, en se protégeant de ce que disent les gens, de ce que pensent les gens, de ce que ce soit la famille, l'entourage, les inconnus, tous, les commentaires. Chaque personne se permet de dire une chose et en fin de compte, tout le monde répète la même chose et tu entends la même chose plusieurs fois tous les jours. Ce que je dis aujourd'hui aux jeunes filles, de vivre leur passion, de le faire avec les valeurs auxquelles elles croient et de ne pas écouter toutes les choses négatives qu'on bazarde comme ça aux femmes tout le temps. C'est... Non. Ouais. Je suis Zoubida Fall et vous êtes dans le podcast Conversation féminine. Diplômée en informatique de l'École supérieure polytechnique de Dakar, ancienne employée de banque, en 2009, elle change de voie pour s'orienter dans la promotion de la culture sénégalaise. Elle cofonde la même année à Jean Dakar qu'elle dirigera, première plateforme entièrement consacrée aux arts et à la culture du Sénégal. Cofondatrice et première présidente de la Fondation Pan-African Music in Africa, mentor lors de la table ronde International Markets, India, China and Africa lors du South by Southwest 2019. C'est drôle de dire ça en anglais et en français en même temps. Fondatrice et directrice de l'agence d'ingénierie culturelle Siriworo. On lui doit un certain nombre d'initiatives culturelles, parmi lesquelles la vague Culture Makers, pour faire rayonner nos trésors culturels partout dans le monde. Elle a collaboré avec des organisations telles que la Biennale de Dakar, Oxfam, Amnesty International et Save the Children, entre autres. Elle sort en 2022 aux éditions Malika son livre Dakarni d'artiste. Celle qui se définit comme une activiste, une agitatrice culturelle et engagée depuis une quinzaine d'années dans la promotion de l'art et de la culture en Afrique. Aïcha Dème, bienvenue dans Conversation féminine. Merci beaucoup Zoubida, j'adore ta présentation. Merci. Tu sais que c'est ma partie préférée. C'est vrai. J'adore faire ça. Écoute, regarde comment tu m'as mise en lumière là, c'est magnifique. Mais parce que tu es lumière. On va dire ça, on n'a qu'à dire ça comme ça. Tu es lumière, tu es lumineuse et tu mets les autres en lumière. C'est vraiment magnifique ce que tu fais. Merci beaucoup. Voilà. Et j'aime faire les bios. Je pense que j'aime faire ça, peu importe si le travail en amont de recherche a été fait par les gens avec qui je travaille, mais j'aime réécrire ces bios-là. Je l'ai senti, j'ai senti d'abord beaucoup de recherche parce qu'il y a des choses qui ne sont pas, par exemple South by Southwest, là, le mentoring, tout ça. Je pense que beaucoup ne savent pas, donc je sens la recherche. Mais je sens surtout ta générosité. Donc, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Aïcha. Je le dis souvent, quasi à toutes les femmes que je reçois dans Conversation féminine, on les connaît. On connaît les personnages publics. Oui. On connaît la partie d'elles qu'elles acceptent de partager en public. Ce qu'on sait moins, et la raison pour laquelle on fait Conversation féminine, c'est par quoi elles sont passées, comment elles se sont construites, par quel parcours pour pouvoir arriver là où elles sont aujourd'hui. Parce qu'on a le personnage public, mais on a toute la construction derrière. Et si je devais dire tout simplement qui est Aïcha, au-delà de ça, qui est Aïcha Dème? C'est ça qui est drôle, parce que tu vois, quand tu m'as invitée, c'est ce que je t'ai dit au début, j'ai beaucoup de mal à aller en privé. Mais c'est en même temps difficile de dire qui est Aïcha Dème sans aller dans ça. Je suis une femme qui est toujours en train de se construire, on va dire, qui est en train de se construire, mais qui se sent très libre en ce moment dans sa tête. Je suis arrivée à ce point-là et j'en suis très fière parce que c'est pas simple, c'est pas évident dans notre société. Je peux dire que je suis une femme libre dans ma tête aujourd'hui. Je suis une jeune Sénégalaise, je suis née, j'ai grandi ici. J'aime à dire que je suis schizophrène parce que j'ai vécu plusieurs vies. Oui, j'ai vu ça. J'ai plusieurs vies et je vis encore plusieurs vies. Et j'ai surtout beaucoup de choses qui font de moi la personne que je suis. Une somme de plusieurs choses très, très différentes. Ce que je trouve être un plus, une richesse. Je ne sais pas si c'est pas trop abstrait. Non, ça ne l'est
sais pas, parce que on se connaît depuis quelques années maintenant, donc ce qui fait que j'arrive à voir ça, d'où l'on vient, ce que l'on est, comment on s'est construit soi-même, ce qu'on nous a inculqué, etc. J'ai la chance de pouvoir, en te côtoyant, voir certaines de ces facettes-là. Par contre, ce serait bien que tu reviennes sur, par exemple, d'où tu viens, comment tu t'es construit, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Parce que, voilà, ce serait intéressant parce que c'est aussi ces choses-là, comme tu les appelles, les sommes de ces choses-là qui font ce que tu es aujourd'hui. Alors moi, je suis née à Dakar, c'est vrai, mais je dis toujours, je suis née à Dakar, mais dans un village. Ma maison est un village parce que mes parents sont arrivés du village. Ça, je vais le raconter avec fierté parce que j'ai eu la chance d'avoir un père absolument extraordinaire qui a quitté le village avec ma mère quand mes sœurs aînées sont nées et qu'elles ont eu l'âge d'aller à l'école. Moi, mes parents ne sont pas allés à l'école. Normalement, je suis d'une famille où une femme comme moi, normalement, moi, là, j'aurais dû grandir au village, à 14 ans, être mariée et aujourd'hui être grand-mère comme toutes mes cousines directes qui sont mes sœurs. Et mon père a eu juste cette étincelle de dire, moi, j'ai 2 filles. Aujourd'hui, je vais aller à Dakar pour les mettre à l'école. Il voulait que ses enfants aillent à l'école parce que mon père était vraiment obsédé par la quête du savoir. C'était quelque chose de très important pour lui. Lui, il a étudié le Coran, il a étudié la théologie, l'arabe, mais c'était important que ses enfants aillent à l'école. Quand je dis mes sœurs, nous sommes 4 femmes dans la famille avant qu'il y ait un garçon. Hello. Oui, hello. Et donc ça, c'était quelque chose de vraiment, vraiment très fort, vu l'année, c'était dans les années 60. Il a pris ses clics et ses claques et sa petite famille, il est venu, il a repris sa vie à zéro, alors qu'il était quelqu'un d'important au village. Et il a aussi été... Les gens n'étaient pas contents, la famille n'était pas contente, tu vois, un peu. Et donc, il arrive à Dakar, il met ses filles à l'école et puis il nous éduque dans cette ambiance où il tenait quand même à ce que nous gardions les valeurs importantes de sa culture et de notre culture. Et il nous a transmis ça. Et la transmission, justement, était quelque chose de très important et ça allait encore dans la famille. Exactement. Parce que quand il se coupe, plus ou moins, entre guillemets, parce que le fait de changer dans ces années-là, vu le contexte, vu le milieu, vu la famille, c'est une rupture. C'est une rupture. C'est une très grosse rupture. Comment on fait la transmission, déjà pour lui, comment on fait la transmission de d'où l'on vient, ce que l'on est, à cette nouvelle famille et ce besoin, on va dire, de s'ouvrir au monde d'une autre manière. Comment tu reçois ça, toi, en tant qu'enfant? Écoute, moi, tu sais, en tant qu'enfant, je ne me rendais pas compte. C'est aujourd'hui que je me dis, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. Parce que justement, je dis souvent, il infusait. On est à Dakar, on est dans une grande maison, mais il y a certaines routines qu'il installe chez nous. On se réveille avant d'aller à l'école, il faut apprendre le Coran. Comme au village, parce qu'au village, on allume le feu, on se met autour du feu, on apprend le Coran. Il nous transmet ça. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'au village, les femmes n'apprenaient pas le Coran parce qu'elles étaient dans la cuisine, elles étaient en train de piler le mil. Alors que nous, ici, il insiste parce que c'est quelque chose d'important pour lui. Après, toute la tradition halpoula, c'est juste des choses qui sont en lui. Aussi c'est toute sa vie. Exact. Et juste, il veut les transmettre à ses enfants. Et donc, c'est une routine qu'il rajoute dans notre routine que nous, on a. Mais il a aussi cette ouverture d'esprit incroyable qui fait qu'il nous retrouvait souvent aussi dans nous allons à l'école. Dans vos autres acquisitions. Dans nos acquisitions. Et il nous accompagnait dans ça. Tous les deux. Il ne lisait pas le français, mais il nous aidait à apprendre nos leçons. Mon père nous emmenait visiter tout ce qu'il fallait visiter. Il nous emmenait découvrir le phare des Mamelles, il nous emmenait au musée. Tu vois, ça, c'était incroyable de prendre des enfants et de dire, vous devez aller au musée. Et c'est lui qui nous emmène. Il nous retrouvait dans cela. Et donc, on a eu cette éducation très élargie. Et surtout, on lisait beaucoup de livres.
comme lui, il adorait les livres. Exact. Ouais. La maison, il y avait des livres partout. Il y avait ses livres d'arabe à lui, mais il tenait aussi à ce que nous, de notre côté, qu'on puisse lire. Donc, on lisait constamment. Donc, on était très ouverts au monde. Ouais. Et comment ta mère, qui vient de cet environnement-là, où une femme est définie et reste dans un rôle qui lui est assigné, cette femme-là n'a pas forcément demandé à changer de rôle. Elle s'est retrouvée entraînée dans ce changement de rôle-là. Aujourd'hui, avec le recul, comment tu la vois? Quand tu la Mais regardes, c'est ma star. Je ne sais, je lui ai dit, je ne sais pas comment tu as fait. Et je la regarde encore aujourd'hui. Elle arrive comme ça à Dakar. Mon père voyageait beaucoup, lui, il partait beaucoup, il savait, mais ma mère était juste au village et elle raconte quoi, sa vie, c'est de rouler le coton, de faire l'arachide, tout ça, bref. Mais elle arrive avec ses 2 filles et la vie est complètement différente. Elle doit elle doit faire des amis, elle doit tout refaire. S'adapter à la vie. S'adapter à la vie, se lever, aller au marché, au village. Elle a son potager, ces choses-là. Et puis au village, il y a des clans de femmes qui sont là, qui te soutiennent, qui aident avec les enfants. Là, elle est toute seule, mais elle le raconte. Je sens que c'était quelque chose qui n'était pas facile, mais elle soutenait mon père dans ce combat. Et c'est ça qui est beau. Et dans l'éducation aussi. Je me rappelle des images où nos voisines lui disaient « Oui, tu es méchante, pourquoi tu parles Wolof à tes enfants hein, ?» C'est un peu de la... comme les gens disent ici, Gali, ouais, elle leur disait « Mais c'est la seule façon que j'ai de leur transmettre leur langue, sinon le Wolof, ils vont l'apprendre d'or. » Donc, elle avait beaucoup de remarques, mais elle s'est juste battue comme ça au jour le jour, jusqu'à imposer aussi, mais aussi s'intégrer, là encore. Mais c'est assez impressionnant. Jusqu'à aujourd'hui, je la regarde, elle n'a jamais étudié, mais je la regarde prendre son téléphone, composer un numéro, ouvrir YouTube, regarder sa vidéo. Elle marche beaucoup à l'image. Donc elle a développé des tactiques de survie, des tactiques de... Voilà. Et je trouve ça très beau, ouais. Et tu dis, tu es né à Dakar, tu as grandi à Dakar, mais tu considères ta maison, votre maison, comme étant le village aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette fameuse maison à la Médina? Qu'est-ce qui fait sa particularité? D'abord, elle est remplie de monde tout le temps. Mais c'est que c'est la maison où justement tout le village maintenant, quand ils arrivent à Dakar, se retrouve. Paradoxalement, au début, quand mon père partait il y a très longtemps, ils étaient fâchés contre lui, ils ne lui parlaient plus. Mais il est venu, il s'est installé, il s'est battu dur, il a fait sa vie. Et c'est un village qui est très conservateur depuis toujours. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'ils viennent. C'est vraiment l'aventure ambiguë. Il ne voulait pas de route. C'est là récemment qu'on a eu l'eau et le courant. Et donc, quand il n'y avait pas d'hôpital, il n'y a toujours pas vraiment d'hôpital. Maintenant, quand il y a un malade, par exemple, qui devait être soigné, on l'emmenait à Dakar, chez mon père. Et c'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, même les villages environnants, quand il y a quelqu'un qui vient à Dakar, il vient à la maison. Donc, c'est une maison où, c'est drôle parce que je l'ai entendu chez Angélique Kidjo, c'est une maison où nous, les enfants de la maison, n'ont pas souvent dormi dans nos lits. Il y a toujours énormément de monde qui viennent de partout, des invités. Et on cédait nos chambres, on cède encore nos chambres. C'est une maison où il y a toujours à manger pour n'importe qui. C'est une maison où n'importe qui ne sait pas où aller dormir va venir dormir. Mais c'est aussi, voilà, on apprend beaucoup parce qu'on voit du tout. On voit vraiment du tout. C'est très éclectique. Et c'est des leçons constamment. Exactement. Et comment tu as grandi dans ça? Qu'est-ce qui fait? Si tu devais, en repartant sur ce parcours-là, comment tu as évolué au milieu de ça pour te retrouver toi, vu tous les antécédents, agitatrice culturelle, avec tout ce que cela porte comme charge, avec tout ce que cela peut représenter? Comment tu t'es frayé ce chemin? Écoute, moi-même, je ne sais pas trop. Sincèrement, je ne me voyais même pas faire ce chemin. Oui, déjà parce que tu commences avec l'informatique. Apparemment, l'informatique, ça mène à tout. Hein? Je suis bien placée. On se comprend. Moi, dans cette maison, j'étais un numéro 6. Donc, j'étais pas... Tu vois, il y a les aînés, il y a... Moi, je suis la petite qui est là. C'est vrai que je suis la dernière des filles.
Mais je suis juste une petite très joyeuse, qui vit sa vie tranquillement, qui n'avait pas de problème, très sage, très passionnée d'école, qui travaillait bien, mais aussi parce que j'étais obligée, parce que les autres étaient très brillants. Particulièrement mon frère. Moi, je viens juste après lui et il était très, très brillant. Donc ça, c'était assez... Machallah, voilà. Voilà. C'est juste ça où c'était un peu dur parce que je faisais tout pour suivre. Mais j'ai vraiment eu une vie très tranquille dans cette maison où, voilà, je pense que tout le monde s'attendait juste à ce que je mène ma petite vie tranquille après, très sage. Et puis, je fais mon informatique, je vais à la banque et c'est là que le déclic culturel arrive. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que ça vire comme mais ça. est-ce qu'il y a un moment, un repère qui fait que, à part le fait que tu aimais les livres, que tu aimais l'art en général, qui te dit c'est ça que je veux faire, c'est dans ça que je veux bosser? Je vais être très sincère, pas pendant tout ce temps-là, jusqu'à à peine quand je commençais à joindre. Ça me passionnait. Mais justement, étant dans cette famille, dans ma tête, je n'osais pas imaginer. Je pense que parfois, il y a des choses qui nous limitent même inconsciemment. J'ai toujours adoré l'art, j'ai toujours été très passionnée et j'allais beaucoup, je consommais beaucoup déjà. Ce n'est pas que les livres. J'allais beaucoup voir des expos, j'allais beaucoup à des concerts et tout ça. Mais dans ma tête, je ne me donnais pas le droit. De pouvoir aller vers de me dire que je peux faire ça. Pour moi, j'y ai jamais pensé. Mais c'est quand, à un moment, j'ai voulu changer de métier, d'informaticienne. Mais là, c'est là où quand je dis je me construisais et que, au fur et à mesure, ma liberté venait aussi avec le temps. C'est à un moment, j'ai senti que je pouvais oser. Et il y a encore des choses au fur et à mesure que je sens que je peux. Ah, tiens, je peux. C'est une fois que tu essayes quelque chose, ça passe. Que tu peux. Ok, d'accord. Mais la passion a toujours été là, mais je ne me disais pas que j'allais aller vers ça jusqu'à ce qu'un jour, j'avais vraiment envie de changer de métier. Mais tant qu'à changer de métier, vraiment. Autant aller faire ce qui nous passionne. Et puis, je ne m'éloignais pas trop parce que j'allais vers le digital. C'est vrai que ça passe mieux. Oui, et même pour la famille. Exactement. Quand j'y ai repensé de plus près, parce que c'était trop facile qu'on me laisse comme ça sans problème. Ils m'ont beaucoup soutenue, c'est incroyable. Mais maintenant, je me dis, c'est peut-être parce qu'ils ne se rendaient pas compte, qu'ils se disaient, elle est encore dans l'informatique. Oui, c'est ça, c'est de l'informatique. Jusqu'à ce que maintenant, voilà, ils me regardent et ils disent juste, elle est complètement folle. Oui, et peut-être que la citation vient, je peux venir facilement de là-bas. Oui, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, si tu regardes tout ça, tu as suivi d'abord les pas du grand frère, au moins, pour pouvoir, tu vois, un peu faire comme ce grand frère-là, de suivre les pas du grand frère, mais il est arrivé à un moment de ta vie où, même en restant dans le sillage, tu as choisi aussi ta voix, ta voix qui était propre. Aujourd'hui, si tu devais définir ce que vous aviez tous en tant que frères et sœurs en commun, qui vous a été transmis par vos parents, vous vous retrouveriez autour de quoi, tous ensemble? C'est une bonne question. D'abord, l'amour de la transmission. D'abord. Ça, on nous l'a vraiment inculqué dans tous les domaines, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans nos valeurs, dans nous tous, dans nos familles respectives. C'est resté très présent. Les petites choses, tu vois, ce que notre père faisait, de construire des souvenirs comme ça. La famille, les valeurs autour de la famille, c'est très important. Le travail. Nous croyons énormément au travail. Moi, je crois au travail. Nous travaillons tous comme des fous et il n'y a que ça de vrai. Nous nous retrouvons dans beaucoup de choses. Nous faisons tous des choses très différentes, mais j'ai l'impression que nous le faisons de la même manière. Le tronc commun, il y a la transmission, il y a le travail. Il y a le partage. Il y a beaucoup le partage. Quoi d'autre? Il y a le fait d'avoir le besoin de give back. De rendre par exemple, la monnaie, au village. Voilà. Dans notre village, par exemple, aujourd'hui, l'école, l'hôpital, surtout. De s'investir. Nous investir. On est très engagés à ce que les enfants puissent aller à l'école parce que nous avons eu cette chance. Mais ça continuait là-bas, ils n'en voulaient toujours pas.
Maintenant, nous leur montrons, regardez, nous travaillons, regardez ce que nous faisons, mais surtout, nous achetons les livres, nous construisons même, parce que souvent, comme tu peux le savoir, dans les villages, il n'y a même pas de classe. Exactement. Donc, par exemple, mon frère investit beaucoup dans l'école au village, et je trouve ça très beau, et on voit l'évolution, on voit les jeunes qui, après, sortent de là-bas, viennent ici faire une formation, se retrouvent en France, et ça, c'est des vies qui changent complètement. Mais totalement. Et je trouve ça très beau. Donc, socialement, et nous, les femmes de la maison, c'est autour des femmes. Parce que, comme tu peux l'imaginer aussi, la vie des femmes du village n'est pas facile. Oui. Elles sont souvent très silencieuses. Et donc, nous devons veiller, voir comment ça va, qui va bien, qui va pas bien, les dépressions, les maladies, qu'elles ne disent pas, les souffrances, les cancers. Donc tout ça, nous faisons en sorte juste de suivre, de surveiller, d'aider et d'accompagner. Il y a souvent, c'est aussi quand je dis la maison, c'est un village, c'est aussi souvent, on dit c'est un centre social. Parce que, mais nous trouvons des astuces, parce que c'est pas quand c'est une malade, on la récupère, on l'amène. Mais je peux arriver et trouver ma tante dans un état, je me rends compte que ça va pas. Mais elle ne le dit pas. Exact. Et on va s'arranger juste et demander à notre oncle, il faut qu'elle vienne nous voir à la maison. Et donc là, on va la voler et l'emmener à la maison et la soigner, lui donner des antidépresseurs s'il le faut. Quand c'est une cousine qui a déjà 10, 15 enfants, il faudra... tu vois? Donc, il y a des choses comme ça que nous, du côté des femmes, nous organisons aussi beaucoup. Beaucoup. Et je trouve que c'est très important, parce que ces femmes-là en ont besoin. Oui, clairement. Et je trouve très beau le fait de pouvoir continuer à faire ce lien-là. Et à faire en sorte que les choses puissent changer. Quand ça a changé pour toi, de faire en sorte de tendre la main à quelqu'un d'autre pour que ça puisse évoluer. Et de participer à l'élargissement de l'horizon. Mais c'est important, parce que nous, comme j'ai dit, nous n'avons aucun mérite, nous avons eu beaucoup de chance et d'avoir le privilège, d'avoir le père que nous avons eu qui a fait ce truc incroyable. Et donc, je pense que si nous avons les moyens, surtout pour ces femmes, de pouvoir changer leur vie, surtout pour ces jeunes écoliers il y a 20 ans, on ne s'imaginait pas qu'ils seraient aujourd'hui en France en train d'étudier l'informatique. Donc, si nous pouvons faire ça, clairement. Et ça, c'est notre grand défi et nous ne comptons pas arrêter. Et tu as bien raison de ne pas arrêter. Je suis contente que tu n'arrêtes pas et que tu puisses continuer encore et encore à le faire. Je vais faire un aller-retour parce que je repensais à Jeanne Dakar tout de suite et je me rends compte que je n'ai pas parlé de Vendredi Slam, c'est pas possible. Je ne peux pas te recevoir, je ne peux pas avoir cette conversation avec toi et qu'on parle de transmission, qu'on parle d'ouvrir des horizons, d'élargir des perspectives, qu'on parle de savoir, qu'on parle de s'émanciper d'une certaine manière et d'offrir, d'amplifier la voix d'un nouveau type d'artiste. Et que je ne parle pas de Vendredi Slam, on est d'accord? On est d'accord. Voilà, on va parler de Vendredi Slam. Et d'ailleurs, ce vendredi, vous pouvez aller voir le Vendredi Slam à l'Archibar à 20h30. Le micro est ouvert. Chacun peut venir dire un texte. Je sais que l'épisode va sortir après le vendredi, mais moi, j'irai. Après, c'est pas grave. Il y en a une fois par mois. Exact. Et c'est ça, justement, la beauté du Vendredi Slam, c'est d'accueillir des gens qui arrivent de partout, de tous les backgrounds, des chômeurs, des médecins, des ingénieurs, qui viennent déclamer de la poésie. Il n'y a rien de plus beau que ça. C'est ça. Et nous l'avons commencé en 2009, en même temps qu'à Jeanne Dakar. Il n'y avait pas vraiment... Il y avait quelques slameurs, mais il n'y avait pas de scène. Comme dans les grandes villes urbaines, le slam, c'est très urbain. Et dans les grandes villes, il y en a partout. Moi, j'en voyais beaucoup à Paris. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé avec Diofel, qui est à la base l'initiateur quand même, qui n'est plus à Dakar. Comment s'est fait la rencontre avec Diofel? Diofel, c'est très drôle. On commençait à Jeanne Dakar et j'ai reçu une annonce d'une soirée slam. J'ai hurlé parce que moi, je disais, je veux faire des soirées slam, mais j'étais tellement prise par ce nouveau projet que je n'avais pas le temps. Donc, je me dis, c'est pas possible. Quelqu'un veut organiser une soirée slam à Dakar.
Et on avait déjà eu une exceptionnelle avec Fari, mais c'était juste ponctuel. Il a fait une soirée, il est parti. Jofel a dit il fait des soirées chaque 2 semaines. Alors, il annonce cette soirée, je l'annonce sur mon site et puis j'y vais. Mais j'arrive, c'est lui seul sur scène qui déclame des textes de Souleymane Diamanka. Oui. Et puis, il y a une dizaine de personnes. À la fin de la soirée, je viens le voir. Je lui dis, ça c'est bien, c'est un concept, mais je pense qu'on peut l'emmener plus loin. Faisons de vraies soirées slam. Emmenons du monde, invitons les gens et ouvrons le micro. Et on a commencé, j'ai fait la promo. Bon, je mobilise bien. J'avoue. Et donc, des jeunes sont venus. Et moi, chaque semaine, j'emmenais une rame de papier, un paquet de stylos que je déposais partout. Et je disais aux gens, écrivez ce que vous voulez. Écrivez des textes. Et après, je poussais les gens à prendre le micro et à déclamer. Parmi eux, il y en a qui sont devenus aujourd'hui des stars du slam. Exact. Et Jofel a eu cette belle idée aussi d'en faire une soirée nomade. Donc, on changeait de quartier chaque mois pour capter un nouveau public. Tout à fait. Et c'était incroyable. On a senti cette passion, on a senti cet engouement des jeunes qui aiment la poésie. Et en fait, on se rend compte que les jeunes aiment les mots et qu'ils aiment écrire. Exact. Et donc, ça a eu un grand succès. On a fait de belles choses. On a fait venir Grand Corps Malade. On a fait des grandes nuits du slam à l'Institut français. Oui. Et voilà, c'est une très belle aventure. Ils ont continué après moi, j'ai décroché. Oui. Ils ont fait un collectif. Je sais que cette question est une question piège, mais je vais juste te demander, comme ça, aux dépotés, quels sont les noms qui te viennent quand tu penses Vendredi Slam? Ici, quand je passe... Quand tu penses Vendredi Slam, quels sont les noms? Jofel, Munich, Jabir, Samantha, Grand Corps Malade, parce que voilà, nous étions tous très fans et qu'on a eu des moments incroyables avec lui. L'ermite qui est mon préféré. Je vais penser al Farouk, il n'était pas membre du Vendredi Slam, mais il venait souvent et chaque fois qu'il venait, c'était l'apothéose. Et je pense Arif Style qui slam en Wolof, mais d'une profondeur, avec une spiritualité, c'était incroyable. Et je suis très nostalgique, c'est cette première vague-là, Fari Nao, qui est un grand poète aussi. Oui. Donc, je peux les énumérer tous. Hein. Ils sont extrêmement talentueux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux jeunes que je connais moins. Parce qu'avec le travail, les voyages, je vais moins. Oui. Mais ils ont l'air un peu plus timides. Oui. Non, mais clairement. Donc oui, il y a sceptique aussi. Oui. C'était beau. Oui. C'est beau. Oui, clairement. Ça manque un petit peu tout ça à Dakar, en vrai. Ça manque, mais on va s'y remettre. Je suis très tentée, je suis très nostalgique. Donc là, déjà, je compte organiser un vendredi slam old school et appeler tout le monde déjà. Fais-le avant la fin de l'année. C'est des chefs de famille, ils sont occupés. C'est pas grave, tout ça, tu vois, le temps d'une soirée, on va faire ça à la rentrée. Enfants, ou mari et enfants. On va faire Inch'Allah. On va s'y remettre. Et de se retrouver comme ça dans une soirée sans prétention, où Minus va encore faire jouer des mots. Exactement. Et où tu vas déclamer un texte. Tu vois, là, je vais être désignée volontaire par rapport à ça, où tu vas déclamer un texte. À propos, et en parlant de texte, je sais d'où vient Dakar Nuit d'Artistes, je suis bien placée pour savoir comment c'est né, parce qu'on a eu cette conversation et que j'ai eu l'honneur et le privilège d'être une des 100 voix. Tu m'as fait l'honneur. Non, c'est moi. Je suis honorée d'être une des 100 voix de Dakar Nuit d'Artistes. Mais je veux revenir sur le projet, pas tant sur sa conception que la centaine de personnes autour et de ce que ça t'a coûté et de ce que ça t'a procuré. Je vais commencer par la fin. Ça m'a procuré énormément de joie et beaucoup de fierté. Je m'en rends compte tous les jours, j'en parlais hier et chaque fois je me rends compte que je n'arrête pas de dire je suis fière. Mais en fait, c'est la fierté d'avoir cette liste... ces artistes incroyables autour de Dakar, de notre ville, autour d'une même passion, mais de les regrouper surtout. Parce que pour moi, Zubida, la transmission est importante, donc on l'a dit. Raconter nos histoires, c'est important.
et les raconter nous-mêmes. Et depuis nos centres, comme je dis tout le temps, Voilà. nous-mêmes par nos Les voix, depuis nos raconter centres. nous-mêmes. Oui. Et c'est ça ma fierté aujourd'hui, de dire que nous avons raconté cette histoire ensemble. On n'a pas attendu qu'un blanc vienne d'ailleurs pour parler de vous, Exact. de Dakar. Ça, c'est magnifique. Et il n'y a jamais eu une plateforme comme ça qui a regroupé autant d'artistes ensemble. Oui, exactement. C'est ça ma grande fierté. C'est un beau livre. C'est vrai que vu sa taille, vu le contenu, etc., il est considéré comme étant faisant. Mais là, c'est un beau livre pour moi au sens littéral du terme. Parce que toutes ces histoires autour, toutes ces perceptions de Dakar, toutes ces interviews ou toutes ces plumes libres, ça a quelque chose. Et le lancement du livre était magnifique. Ah. Le lancement du livre était un vrai moment. Et je pense que, et comme j'aime beaucoup les apartés dans ces moments comme ça, on s'est retrouvés tous, nous qui étions là, et dont les noms étaient sur le livre, à se signer des autographes les uns les autres. Magnifique. Et ça a été un moment incroyable. Yo, bonne page là, et ça continue, tu sais. Exactement. Angèle Diabon m'a dit, je suis allée à l'ambassade d'Espagne, j'ai trouvé ton livre, et puis l'ambassadeur m'a dit, est-ce que tu peux me signer sa page? Et je trouve que ça, c'est très beau. Oui. Je trouve que c'est très beau. Et cette soirée, ce sera une des plus belles soirées de ma vie. Parce que d'abord, vous étiez tous présents. Avoir eu la chance de vous avoir dans un livre, c'est déjà quelque chose, mais vous avoir tous à la soirée, chacun a participé à sa manière. Totalement. J'ai eu l'immense honneur d'avoir le professeur Souleymane Bachir Diagne, dont je suis une groupie assumée. Oh, totalement. Je le dis, qui a ouvert cette soirée. Et puis tout le monde qui était là, c'était comme le livre. Et c'était le Dakar culturel, le Dakar intellectuel, tout le monde ensemble. Et moi, c'est ça ma passion, c'est ça qui est beau. Et ces gens ont parlé dans le livre de leur Dakar, des choses qui les touchent, de choses personnelles. Ils ont eu confiance, ils se sont livrés. Et ça aussi, je suis très reconnaissante parce que je sais que peut-être qu'ils ne le font pas forcément tout le temps. Ils n'acceptent pas tout le temps avec tout le monde. Exactement. Et donc voilà. Après, c'était énormément de travail, énormément, dans des conditions pas très faciles. Mais bon, c'est fait et le livre est très bien accueilli. Et totalement, il est tout le temps en rupture d'ailleurs. Il est tout le temps en rupture. Ou ça s'est calmé parce que c'était compliqué à un moment de le trouver. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait... Mais la maison d'édition a refait le pas. Continue à refaire. Et très, très, très beau travail de la maison d'édition Malika pour ce livre-là. On a parlé de ce que ça t'a procuré, mais ce qu'on ne dit pas, qu'on ne sait pas, et sur lequel tu ne te livres pas, c'est que qu'est-ce que ça t'a coûté de faire ce livre? On va juste dire que c'était pas facile, Zoubida. Et ça t'a pris combien de temps? 3 ans. Oui. Ça m'a pris 3 ans. Bon, il fallait interviewer quand même 100 artistes et retranscrire. Et puis, comme le livre est assez spécial, il fallait beaucoup résumer. Ça, c'est beaucoup de travail. C'est le plus dur, en fait, de résumer ce que disent les artistes et de les présenter. Parce que vous présenter, c'est pas facile. Il faut trouver les bons mots. C'était énormément de travail et j'ai commencé en plein Covid. C'était vraiment très stressant. Très, très stressant. Je ne sais pas comment je vais le dire sans... Tu es tombée plusieurs fois? Ah oui, je me suis écroulée. je me suis souvent écroulée. C'était beaucoup de... Il y avait d'abord tout ce stress du Covid où j'ai été assez isolée. Mais aussi, ce qui est bien, c'est que je parlais beaucoup aux artistes. Donc, ça m'a sauvé la vie de parler aux artistes. Mais à cette époque, j'avais une santé assez fragile. Pareil. Donc, c'est ça qui était difficile. Donc, je m'écroulais souvent, mais je me revois encore sous perfusion en train d'écrire. Je me dis, mais j'ai été complètement folle. Oui. Mais voilà, quoi. Ce n'était pas facile, mais ça a été fait. Exactement. Parce que pareil, hein, le premier jet que je t'ai envoyé, je ne m'en souviens pas. Parce que c'était aussi à une période où j'étais très malade. Oui, très malade. C'était très beau ton premier jet. Ouais. Le premier jet, je n'en ai pas eu souvenir. Je l'ai juste sorti comme ça. Et c'est quand tu es revenu vers moi après ce premier jet-là
que tu m'as dit, hey, qu'est-ce que tu viens de faire là? Que j'ai dit, ok, que j'ai commencé à émerger. Et à partir de là, que j'ai compris. Mais très sincèrement, donc j'entends quand tu dis que cette période-là était une période Mais très tu sais, spéciale. c'est drôle parce que tu es une des rares personnes à avoir écrit. Oui. Ça aussi, je dois le préciser. Parce que souvent, les gens pensent que j'ai demandé à chaque artiste d'écrire un texte. Mais non, et c'est pour ça que c'était beaucoup de boulot, parce que je tenais à parler aux gens. Exactement. Et donc, je parlais aux artistes et je retranscrivais. Toi, tu es une des rares personnes, et d'ailleurs pour les écrivains, je n'ai accepté pour personne. Heureusement, je ne suis pas écrivain, je suis juste si, auteur, ça compte pas. Mais oui, je me rappelle cette période, c'était pas simple. Ouais, c'était je crois que Covid, d'ici quelques années, on devra en reparler encore et encore. Oui, il y a des choses à dire. Ce n'était pas simple. Et comme je fais du coq à l'âne à chaque fois, je vais revenir encore sur ce qu'est pour toi être une femme, sur la place qui t'était destinée. Parce que pendant qu'on parle, ma tête part dans tous les sens et je réfléchis à aujourd'hui, ce que tu as dit tout à l'heure. Si aujourd'hui tu étais au village, tu serais grand-mère, etc. Si là, avec ta perception et ce que tu es, pour toi, c'est quoi être une femme? Comment on est une femme? Déjà, c'est quoi une femme? Est-ce qu'il est arrivé un moment de ta vie? Parce que moi, je considère, c'est très bizarre, je considère que je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait une différence entre les filles ou les garçons à la base. Intéressant. Tu vois? Moi, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais il arrive des épisodes de ta vie où on commence à t'assigner des choses. Toi, tu es une fille, tu dois faire ça. Toi, tu ne dois pas te comporter comme ça. Et tu commences à te rendre compte qu'il y a quelque chose qui fait de moi une fille. Il y a quelque chose qui fait de l'autre un garçon. Mais à la base, je n'avais pas pour autant. Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, à un moment de ta vie où tu t'es dit, ah tiens, c'est ça, être une femme peut-être? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, en fait, c'est totalement l'inverse de toi. Moi, j'étais dans une famille où on sait que c'est les filles et les garçons. Oui, c'est clair. et comme je t'ai dit, un peu le village, donc tu vois un peu. Même il y avait un bol pour les femmes, un bol pour les hommes. C'est très clair, dès le premier jour. Dès le premier jour, on sait que... Après, il y a aussi quelque chose que je trouve extraordinaire chez nous, vu la famille, parce que si c'était au village, c'est clairement défini. Et il y a un côté assez misogyne. Mais là, encore une fois, chez nous, ici à Dakar, il y avait certes ce côté où, dès le début, on te dit, toi, tu es une fille, ça doit porter un pagne, c'est comme ça que j'ai été éduquée aussi. Mais aussi avec un côté de mon père très féministe, dont je me rends compte maintenant, là, en grandissant et en revoyant les choses. Par exemple, chez nous, c'est plus le droit d'aînesse qui comptait que le genre. Oui. On mangeait, certes, un bol de femme, un bol de... Mais quand on a fini, c'est le plus jeune qui débarrasse. Il n'y a pas de garçon ou de fille. Mon petit frère va se lever et débarrasser le bol où moi je mangeais. Là, c'est maintenant que je me rends compte, ah tiens, alors qu'au village, il ne faut même pas y penser. Exactement. Donc, chez moi, ça a été défini clairement. C'est avec le temps et l'âge et l'ouverture qu'il y a les changements dans ma tête. Et c'est ça, cette évolution que je trouve intéressante chez moi. Chez moi, c'était clair, c'est une place de femme comme ça, le cursus est défini, tu fais ça, tu vas te marier, c'est très clair. Et pourquoi tu n'es pas restée à ta place? Mais écoute, c'était pas ma place peut-être. À quel moment justement, quand est-ce que pour toi ça a été clair que ce n'est pas ta place, que tu n'y resterais pas? Très bonne question. Très, très bonne question. Je pense que c'est arrivé tout ça en même temps. Le moment où je changeais de métier, le moment où j'ai commencé à aller dans les autres sphères et à voir plus je pense. Il y a eu des choses progressivement, tu vois, c'est avec les rencontres, avec les lectures, avec les voyages, avec les ouvertures. Donc effectivement, quand on est ouvert, j'ai beaucoup lu depuis toute petite, j'avais emmagasiné beaucoup, mais comme je t'ai dit, au début, j'osais pas. Mais une fois que tu franchis une étape et tu te rends compte de la différence que ça fait dans ta vie, tu te rends compte du poids qu'on soulève de tes épaules et de la fatigue que tu reposes quelque part, du stress que tu reposes quelque part, et tu ne te rendais pas compte que tu traînais tout ça sur tes épaules.
Et tu vois que la vie est différente. Et tu vois, ah tiens, en fait, moi, toutes ces petites choses que j'ai traînées, et je pensais, et en fait, je ne demandais pas, je me disais juste, j'ai pas le droit. Et quand je m'accorde le droit, je me rends compte qu'on ne me dit pas non, tu ne peux pas, que c'est pas toi. Au contraire, on m'accompagne. Et donc là, je prends ma place. C'est aussi simple que ça. Pour la culture, par exemple, peut-être que je ne m'accordais pas, mais quand j'ai changé de métier et que je sais que je ne fais rien de mal, au contraire, et que ma famille me soutient dans ce que je fais, je me rends compte que je suis heureuse dans mon travail, mais tellement heureuse. Je me dis, mais on doit faire ce qu'on aime. Et maintenant, je dis à tout le monde, faites ce que vous aimez. Exactement. Faites ce qui vous passionne. Oui, et on voit la force que peut apporter, la force, en tout cas l'impulsion que ça donne d'avoir un soutien derrière soi qui te permet de pouvoir continuer à avancer. Je vais entrer dans un truc sur lequel que tu partages pas, en règle générale. Quel a été l'apport du grand frère dans ça? On va pas le nommer, on n'a pas dit son nom. Non, on peut le nommer, il n'y a pas de problème. On va vraiment pas dire son nom. Tu sais qu'il m'a fallu de très nombreuses années avant de faire le lien, tu vois. C'est assez incroyable. Non, mais je vais en parler parce que franchement, il a été absolument extraordinaire. Donc, je vais bien en parler aujourd'hui. C'est souvent, je ne sais pas pourquoi, nous sommes assez bizarres. Nous n'en parlons pas tous les deux. Mais sans Tidiane, en fait, je pense je n'aurais pas pu faire tout ça. Donc, on va bien le nommer. Il s'appelle Tidiane Dème. Et, le soutien qu'il est dans ma vie, le pilier qu'il est dans ma vie, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que j'ai beaucoup de chance, et pas que moi, toutes mes sœurs, d'avoir un homme comme ça dans notre vie. Justement, un homme qui reconnaît, qui est aussi très féministe. Mais je dis tout le temps, ben, tu le tiens de mon père, donc c'est cette éducation-là. Sans lui, je pense que la famille n'aurait pas compris ce que je faisais. Donc, c'est d'abord lui qui a même expliqué et qui a dit laissez-la faire. Quand j'ai voulu changer de métier, c'est lui qui a posé la famille, qui a expliqué ce que c'était exactement. Et comme, bien sûr, on lui faisait confiance, il a dit laissez-la faire, c'est ça qu'elle aime. Et il m'a beaucoup accompagnée. Et puis, à un moment, je n'avais plus de salaire. Donc, c'est lui qui me faisait même vivre. C'est à ça que servent les aînés, on est d'accord. Mais l'accompagnement dans tout, le mentoring, parce qu'il a l'expérience dans beaucoup de choses. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un mentor pour moi. Le mentoring, le soutien en tant que frère, l'accompagnement psychologique. Parce que quand tout le monde dit oui, là, c'est rien. Quand au village, on dit oui, elle traîne avec les artistes, tout ça. Et c'est lui qui me disait, n'écoute pas les gens. Fais ton travail, tu n'as pas à te justifier de quoi que ce soit. Même là, quand tu te demandes comment je suis arrivée à me libérer de certaines choses, c'est beaucoup lui aussi. Et c'est ça qui est formidable. Et quand les gens disaient, elle sort la nuit, tout ça, c'est lui qui m'accompagnait. Donc, bref, c'est vraiment un pilier très important dans tout. Et ce grand frère aussi que j'ai connu, moi, très, très, très tôt dans ma carrière, a ouvert la voie. Il nous a ouvert aussi beaucoup la voie. Moi, en tout cas, il m'a énormément apporté. Je crois que je connais Tidiane depuis 2004. Wow. Que je le rencontre la première fois. Depuis 2004, et il n'a pas changé en vrai, de toujours pousser, pousse beaucoup. Voilà, de toujours pousser, de toujours rappeler aux gens qui font des choses extraordinaires, qui doivent continuer, de leur dire de savoir compter sur eux, de se faire confiance et de continuer à avancer. C'est exactement ça. C'est le même Tidiane que je connais. C'est le Tidiane il est toujours aussi, comme ça. Voilà, c'est le Tidiane que je connais et pour qui j'ai énormément de respect, et d'admiration. Je pense que quand on a quelqu'un comme ça, quand on a la chance d'avoir une famille où on peut compter les uns sur les autres, ça aide beaucoup. Mais franchement, et j'ai beaucoup de choses. Et ce n'est pas que Tidiane. Moi, sincèrement, ma famille me soutient beaucoup. Ils ont une bienveillance, c'est juste incroyable. Donc, je pense que j'ai beaucoup de chance. Oui. Yes. Et on va arriver bientôt à la fin de cet épisode de Conversation féminine. Et je finis toujours en posant 2 questions, toujours les mêmes, et à chaque fois. Et en règle générale, c'est les questions qui reviennent tout le temps.
Par contre, je suis curieuse parce que je découvre les réponses, je les découvre à chaque fois. On va le faire parce que dans ma tête, j'ai construit une sorte de réponse pour toi. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on va le faire. Dis-moi ta Oh, non, réponse. non, je vais pas le faire. Considères-tu que aujourd'hui, considères-tu que tu es à ta place? Oui. C'est surtout ça. Oui, j'adore la place que j'occupe. Mais en fait, tu vois, il y a 10 ans, je n'avais aucune idée que je serais à cette place-là aujourd'hui. Je ne savais pas du tout. J'imaginais pas, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Aujourd'hui, je suis là, je l'occupe cette place. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je n'ai aucune idée aussi de la place que je vais occuper dans 10 ans. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends très bien et c'est intéressant ce que tu es en train de dire là. Parce que des fois, certaines personnes pensent qu'on a un chemin. Il y a certaines personnes qui arrivent à le faire. Elles ont un chemin qu'elles se tracent et elles savent par jalon comment s'y rendre. Moi, je ne sais rien. Voilà, tu me fais ça, exactement. Je ne sais rien. Je ne sais rien, mais je suis très reconnaissante. Je pense juste que je dois avoir un ange gardien qui... Parce que vraiment, le chemin que j'ai fait dans la dizaine d'années, c'est un chemin que j'aime beaucoup. J'en suis très, très contente et très reconnaissante. Cette place que je l'occupe, je me sens très bien ici. Comme j'ai dit, je suis heureuse, je suis libre. Oui. Je vis ma vie que j'aime, avec les gens que j'aime, de la façon que j'aime. Je suis bien ici. Maintenant, après... Comment on devient libre dans ce pays, dans ce contexte? Dans ce pays, c'est très difficile. En ignorant, ma chère amie, en se mettant des œillères, en n'écoutant pas, en ne subissant pas, en se protégeant de ce que disent les gens, de ce que pensent les gens, de ce que. C'est extrêmement intrusif quand on fait certains choix. Oh Seigneur. Quand on mène une certaine vie. Les conseils non sollicités. Les avis non demandés. Les commentaires. Les commentaires. Les avis non demandés. Les gens qui se permettent de rentrer dans ta vie, dans ton intimité, dans ton travail, de te dire des choses. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et constamment, partout, que ce soit la famille, l'entourage, les inconnus, tous, les commentaires. Chaque personne se permet de dire une chose et en fin de compte, tout le monde répète la même chose et tu entends la même chose plusieurs fois tous les jours. C'est pour ça que je dis à un moment, il faut juste mettre une barrière et ne plus rien écouter et faire ce qui nous semble juste et bien et avancer. Et c'est ça que moi j'ai compris au fil des années et de ne pas faire très attention et de se protéger beaucoup, c'est important. C'est super important de pouvoir le faire. Et nous sommes à la fin, Aïcha. Et la dernière question, c'est si tu avais 20 ans aujourd'hui. Alors oui, cette question est difficile, ouais. Et j'ai oublié, parce que je l'entends dans les... En fait, je m'en veux là maintenant, parce que j'avais dit... que tu allais les préparer. Il faut que je réfléchisse à cette question avant d'arriver chez eux. Mais Zoubida, son nom gagnant. Si tu avais 20 ans cette année. Et là encore, je ne sais pas. Qu'aurais-tu dit à cette version de toi? C'est-à-dire là en 2023? Oui, en 2023, si tu avais 20 ans. Mais ce que je viens de te dire là, parce que ça, moi, ce que je viens de te dire, si je le savais quand j'avais 20 ans, j'aurais gagné beaucoup de temps. Tu vois, moi, à 20 ans, je t'ai dit, moi, j'ai toujours été une fille très dans les normes. C'est ça qu'on doit faire, c'est comme ça que ça doit aller, c'est comme ça que je dois faire. C'est bien, hein, c'est très bien. Tu es dans les clous. Oui, j'ai été comme ça. J'ai été comme ça jusqu'à un moment. C'est pour ça que maintenant, ça y est. Donc, je pense qu'à 20 ans, si on m'avait dit ça, ça m'aurait épargné pas mal de choses. Si on m'avait dit que la société sénégalaise est dure, elle est difficile, nos familles sont difficiles, c'est pas évident. Et les gens ne se rendent pas compte, en fait. Ils ne se rendent juste pas compte. La façon de s'introduire comme ça dans nos vies, c'est souvent de la bienveillance aussi. Hein. Ouais, mais donc tout ça, je pense que si on m'avait dit juste que c'est pas ça le plus important, que c'est pas les autres, que c'est d'abord la famille, que c'est nous, que c'est... Voilà, qu'on n'est pas obligé de tout le temps subir.
que de temps en temps, on a le droit de lâcher, Oui, d'accepter certaines choses ou qu'on n'est pas parfaite, clairement. qu'on n'est pas une femme parfaite. Donc voilà, je pense que si j'avais entendu ça il y a 20 ans, donc c'est ce que je dis aujourd'hui aux jeunes filles, de vivre leur passion, de le faire avec les valeurs auxquelles elles croient et de ne pas écouter toutes les choses négatives qu'on bazarde comme ça aux femmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, non. Ouais. Et juste avant de terminer cet épisode avec toi, Aïcha, c'est l'occasion pour moi aussi de remercier toutes les personnes qui nous écoutent depuis le début. Et tu en fais partie. Tu fais partie de ces personnes qui nous écoutent depuis le début. À vous toutes, merci 1000 fois. Continuez à écouter, continuez à partager, continuez à nous laisser des likes, à nous laisser des étoiles sur les différentes applications et plateformes de podcast et à nous faire tous ces retours-là. Continuez aussi à nous suggérer d'autres profils de femmes. Je suis heureuse, mais vraiment heureuse de pouvoir faire Conversation Féminine et de vous avoir avec moi un mardi sur 2, et ce depuis 2022. Aïcha, merci infiniment d'avoir accepté d'être là dans cet épisode de Conversation Féminine. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui te dois un grand merci et je vais le dire au nom de toutes, parce qu'aujourd'hui c'est moi qui suis là assise. Pas seulement au nom des femmes que tu as invitées, mais au nom de toutes les femmes, d'amplifier cette parole. Nous en avions besoin, tu l'as fait et je sais que c'est pas facile. Je sais vraiment que c'est pas facile. Tu mets la lumière pas seulement sur les femmes, mais sur des problématiques, sur des choses qui nous concernent, dont on doit parler, et tu amplifies. Ça, je tenais vraiment à te dire merci pour ça. Et je vais aussi dire merci pour... Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Tu fais ce que tu veux. Mais je vais le dire à tes auditeurs. Cette émission, nous l'avions déjà enregistrée. Et je t'ai demandé de la refaire parce que ce jour-là, j'étais un peu stone. Je ne me sentais pas bien. Et donc, je parle aux auditeurs. Zoubida a juste cette patience incroyable. Elle m'a dit, Aïcha, nous sommes dans la transmission et il est important que tu sentes que tu as dit ce que tu voulais dire. Elle a dit, il est important que tu sois à l'aise. Et faire un podcast, c'est pas facile. Elle a remobilisé son équipe. Toutes les choses techniques, on a tout recommencé. Je sais ce que c'est du temps, c'est du travail, c'est de l'argent. Et tu l'as fait parce que tu voulais que je me sente bien. Oui. Et je te remercie pour cette patience et ta compréhension. C'est important pour vraiment. Moi. Merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté de participer à la Conversation Féminine. Merci beaucoup, Aïcha. Parler de ces choses-là. Il n'y a que toi. Merci beaucoup. Merci.